Bonjour à tous, bienvenue sur lematin.ch pour une nouvelle brasserie du mondial. Au programme aujourd'hui, avant le huitième de finale de la Coupe du Monde entre la Suisse et le Portugal mardi soir, un retour sur le premier tour finalement bien maîtrisé des Suisses, comme on l'attendait, pas de surprise. On va ensuite parler de ce que devra faire l'équipe de Suisse pour passer le cap des huitièmes de finale, comme l'année dernière lors de l'Euro 2021 face à la France. Et on en terminera avec un petit tour des popotes autour de l'équipe du Portugal. Est-ce que Cristiano Ronaldo va jouer la Seleção? Est-elle meilleure sans lui? On va en parler tout de suite avec Valentin Schnork et Daniel Visentini qui sont à Doha. Et ils ont bien de la chance. Bonne brasserie, bonne écoute. Daniel, Valentin, merci d'être avec moi. On va commencer par un retour sur ce premier tour. Valentin, en fait, c'est pile ce à quoi on s'attendait. Il y a pas de surprise. Non, pas de surprise, parce que c'était une forme de minimum qui était attendu de la part de l'équipe de Suisse. Ça, c'est assez évident, même si on a parfois essayé d'inspirer un peu la crainte en disant qu'il y avait des très bonnes équipes en face, etc. Mais une équipe du niveau de l'équipe de Suisse, de ce qu'elle est capable de montrer depuis plusieurs années, dans une Coupe du Monde à 32, elle doit sortir dans les 16 meilleures équipes. Donc, le groupe, c'est une chose, c'est un impondérable, c'est le tirage au sort qui le détermine, mais ça ne doit pas être une question qui doit déterminer si oui ou non l'équipe de Suisse doit se qualifier pour les huitièmes de finale. Être dans les 16 meilleures équipes du tournoi, pour moi, c'était un indispensable. Et oui, dans ce sens-là, ça a été fait, avec parfois des aléas, mais ça a été finalement assez bien réalisé et conforme aux attentes. Daniel, on s'attendait à sortir de ce groupe, ce qui est déjà pour moi une performance en soi, rien que d'attendre ça. Mais en plus, les équipes qui ont réussi à le faire lors de tous les derniers tournois, elles sont super rares. Ça pose le niveau de l'équipe de Suisse. Bah ouais, ça démontre une chose, c'est que l'équipe de Suisse a changé de statut et qu'elle est en accord avec ses principes désormais. L'équipe de Suisse dit qu'elle veut écrire l'histoire, elle s'en donne les moyens et elle a les résultats qui lui permettent de le faire. Alors c'est un premier pas et évidemment que on peut se dire que c'est déjà formidable de se qualifier systématiquement pour tous les grands tournois et ensuite de sortir systématiquement de la phase de poule. Mais cette manière de penser là, il faut qu'on s'en débarrasse un peu. Ce n'est plus extraordinaire, c'est ce qui est attendu et même demandé, voire exigé à ce niveau de statut et de performance de l'équipe de Suisse. Elle répond présent, chapeau, il faut le dire, mais elle fait seulement ce qu'on attend d'elle et ce qu'elle-même attend d'elle-même, d'ailleurs. Les joueurs comme Chaka, comme Shaqiri, ou même les sélectionneurs, à la manière de Petkovic ou de Murat Yakin maintenant, ont cet objectif-là, le premier, sortir de la phase de poule, sans que ce soit une fin en soi. Valentin, qu'est-ce que toi tu retiens de ce premier tour? S'il y a une chose que tu devais souligner, c'est quoi les émotions du troisième match où la Suisse a su rebondir, la Suisse a su maîtriser ses émotions avant quand même de réagir un peu vers la fin émotionnellement. Qu'est-ce que tu retiens, toi? Je pense qu'en effet, il faut quand même rester sur ce dernier match qui a le mérite de donner une forme de confiance, parce que la Suisse a été capable de relever plusieurs aspects, à la fois notamment le fait d'être mené au score. J'ai un peu cherché dans ma mémoire, il me semble pas que c'était déjà arrivé avec Murat Yakin, en tout cas pas en match officiel, d'être mené et puis de gagner un match. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant à relever. Alors là, on coupera pas cette fois, mais il y a les annonces dans l'endroit où est Valentin, et c'est toujours des très bons moments. Vas-y, continue, parle par-dessus, tu prendras le dessus facilement. D'accord. Non, donc ce match contre la Serbie reste parce que finalement, le premier match contre le Cameroun et le deuxième match contre le Brésil, dans les dynamiques, c'était plus ou moins ce qui est attendu. Dans les configurations de match aussi, on peut toujours ergoter sur la manière dont ça a été fait, peut-être un peu mal géré défensivement contre le Cameroun, trop pauvre offensivement contre le Brésil. Mais au moins, le Brésil, la Serbie, tu amènes certaines émotions et certaines confiances avec toi. Même s'il faudra aussi prendre en compte le fait que le niveau de la Serbie amène ces facilités-là offensives dans le jeu à se créer. Ouais. Daniel, qu'est-ce que tu retiens, toi? Moi, ce que je retiens, c'est
C'est peut-être ce qui s'est passé précisément contre la Serbie à un moment donné, quand la Suisse est menée au score 2-1. Il y a pas de panique qui s'empare de l'équipe, aucune forme de panique. Et il y a au contraire, alors après, on peut se poser des questions de savoir si c'est Xhaka lui-même, ou si d'autorité, ou si c'est avec de conserve avec Murat Yakin, mais il y a un replacement, un repositionnement, Xhaka qui reprend la place de numéro 6, Freuler qui monte d'un cran, une Suisse qui retrouve des bases, qui sait réagir sans s'affoler, qui est menée au score, mais qui quelque part sait qu'elle va avoir les armes pour repartir de l'avant et faire quelque chose. Ça, c'est intéressant. La deuxième chose, c'est que l'équipe de Suisse prend 2 buts contre la Serbie. Elle prend 2 buts sur 2 grossières erreurs individuelles. La première de Freuler, la deuxième de Shaqiri. On ne va pas lui en tenir rigueur, il est présent sur les 3 buts de Shaqiri. Mais néanmoins, elle craque 2 fois sur 2 grossières erreurs individuelles et elle arrive à marquer 3 fois. Ça, c'est une très belle promesse pour l'avenir. Et maintenant, toute la question se pose de savoir comment la Suisse va s'articuler contre le Portugal. Le Portugal, c'est pas la Serbie. Ils vont pas forcément ouvrir le jeu comme les Serbes l'ont fait. Et il va falloir trouver le bon équilibre entre attaquer, défendre. Et cette alchimie-là, elle est forcément très intéressante. On aurait été presque un peu déçus s'il n'y avait pas eu les petits temps en fin de match, non, Valentin? Ouais, au bout d'un moment, tu as quand même le sentiment que la Serbie qui est conscient que sa qualification lui échappe, elle s'est surtout mis en tête de pourrir un petit peu le match et puis de foutre un petit peu le bordel, quoi. Alors, malheureusement, parce qu'il est comme ça et c'est pas autrement, Granit Xhaka est un peu tombé dans le piège avec ses gestes, avec son acte qui est presque politique quand il revêt le maillot de Shaqiri après le match, de Jachari après le match. Mais en même temps, j'ai la peine à tenir beaucoup rigueur à Granit Xhaka sur la base de ces événements, sur la base du contexte. Moi, je l'ai quand même trouvé admirable pendant une bonne heure. Et alors, peut-être qu'il a dérapé sur la fin, ça, pourquoi pas. Mais au moins, il a donné le sentiment de ne pas vouloir tout de suite et inévitablement tomber dans le panneau. Et ça, je veux bien lui reconnaître. Donc, malheureusement, il fallait peut-être s'y attendre. Peut-être que ça fait simplement partie du football international. Et quand il y a des confrontations des nations qui ont un passif historique et géopolitique qui est aussi fort que ça fait indéniablement partie de l'histoire. Mais voilà, moi, ça faisait partie de l'histoire de ce match. Est-ce qu'il faut rester dessus pendant des semaines et des semaines? Pas forcément, et on n'est pas arrivé au même stade qu'en 2018 non plus. Daniel, ça va être un de nos chevaux de bataille il y a un an pendant l'Euro. Granit Xhaka est maintenant un leader affirmé, assumé et même limite revendiqué, y compris par la presse alémanique. Non, même une vidéo aujourd'hui d'Andreas Böhni qui adoube Granit Xhaka. C'est le moment, hein. Ouais, le revirement est en tout cas spectaculaire, hein. Moi, je me rappelle qu'on l'avait tartiné de toutes les confitures, le pauvre Granit Xhaka, surtout dans la presse alémanique. Alors nous, on avait plutôt défendu évidemment Granit. Il était venu avec une grosse et rutilante voiture à la réunion à Bad Ragast. Ok, et alors, il s'était teint les cheveux en blond. Il avait osé se teindre les cheveux en blond. Mon Dieu, c'était un crime national pour toute la presse suisse allemande. Et puis alors, bon, bien évidemment, le vieux refrain, le marronnier, il ne sait pas chanter l'hymne suisse. Tout ça, maintenant, c'est oublié. Alors, si quelque chose a été gagné par Granit Xhaka sur le terrain, par ce qu'il sait faire, parce que c'est sans doute l'un des meilleurs, si ce n'est le meilleur joueur de l'histoire du football suisse, eh ben, c'est bien ça. C'est faire taire un peu ces critiques-là. Et on est parti maintenant sur des bases plus saines, à tel point que même quand il politise un peu les débats, ce qui est critiquable d'ailleurs, en portant le t-shirt de Jachari pour rendre hommage à un héros de la lutte kosovare, eh bien, maintenant, plus personne ne lui en tient rigueur. Rien que pour ça, moi, je dis bravo Granit d'avoir réussi à faire ça grâce à ses performances. Valentin, Xhaka, il n'y a pas qu'en équipe de Suisse où il a mis du temps à conquérir les cœurs, surtout du public, hein, parce que les coachs ont toujours été avec lui. À Arsenal, il a choisi un peu, il a suivi un peu le même chemin. Ouais, ce personnage est fascinant. Enfin, l'humain qu'il est, la capacité, la force de résilience qu'il a et à accepter toutes les critiques, même parfois pas facilement, parfois il les rejette, il est très, 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 très virulent face à ces critiques. Il a besoin de se défendre un petit peu, mais au final, il a toujours une force de résilience qui est très importante. Et finalement, alors, je pense qu'au final, il y a toujours ces performances sportives qui ressortent.
et la confiance que tout le monde que tous les staffs techniques lui accordent qui ressort aussi. Et tout ça, ça crée un environnement beaucoup plus favorable pour s'exprimer et pour convaincre, en fait. Et ce que la personnalité, ce qui dégage dans une équipe, face à des journalistes, face au public aussi, ça en fait une personnalité qui est complexe, mais qui est extrêmement intéressante. Il y a un truc qui ne trompe pas, c'est que dans tous les vestiaires dans lesquels il vit, que ce soit à Bâle, à Gladbach ou à Arsenal, il est, après une première période qui est un peu compliquée avec le reste du vestiaire, parce que quand il arrive comme un chien dans un jeu de quilles avec des ambitions hallucinantes. Et pourtant, après que ses coéquipiers ont fait connaissance avec lui, eh bien, il est adoubé par tous, à tel point qu'à Arsenal, quand il est au 36e dessous, parce qu'il est conspué par tout un troupeau d'extrémistes qui lui envoient des messages de haine et des menaces, ce sont les joueurs d'Arsenal eux-mêmes qui viennent le trouver à la maison pour le soutenir. Granit, c'est ce joueur-là qui fait l'unanimité des entraîneurs, mais pas seulement, l'unanimité aussi des joueurs. Il y a bien une raison à ça. Valentin, tu penses que le feuilleton Amazon Prime l'a aidé aussi, parce qu'on y voit un Granit Xhaka dans le vestiaire, vrai joueur d'équipe, qui aussi a les yeux de l'amour pour Mikel Arteta, son coach. Je pense que ça aussi, dans le regard des fans d'Arsenal, ça a changé pas mal de choses. Ça a pu jouer, mais disons que le moment où il est sorti le documentaire, Granit Xhaka avait déjà vu sa cote qui remontait en flèche quand même à Arsenal. Et alors, c'est clair que maintenant, tout le contexte de début de saison, entre le début de saison d'Arsenal, ce que lui est capable de faire sur le terrain avec Arsenal. Non, donc le Granit Xhaka qui a tout ce contexte qui est vertueux autour de lui, ça lui permet de s'exprimer encore mieux. Et puis, ça permet aussi de. Ce qui était longtemps était le problème de Granit Xhaka, c'est que le moins de petits accros sur le terrain, en dehors, un carton jaune, un carton rouge, un tacle, une erreur sur le terrain, et ben tout de suite, ça remontait contre lui et face à lui. Et ça, aujourd'hui, il l'a balayé. Alors, peut-être à la force du documentaire, possible, mais à la force de tout ce qu'il a fait et tout ce on peut prendre en considération dans la globalité. Et ça, je trouve que c'est encore une fois, c'est fascinant autour de la personnalité qu'il est. Et parfois, peut-être nous, on a un petit peu l'habitude de le côtoyer avec Granit Xhaka, mais on ne se rend pas forcément compte de l'humain. Et quand il parle à des journalistes, il se passe quand même quelque chose. Il se passe toujours quelque chose. Il y a une assurance dans ses propos et une façon de les affirmer qui est nous, on le côtoie des joueurs dans les équipes de Suisse, internationales, dans les championnats. Des mecs comme Granit Xhaka, il n'y en a quand même pas beaucoup. Daniel, pour terminer sur ce premier tour, un bon management de Murat Yakin qui a utilisé quasi tout le monde. C'est bien aussi ça pour le vestiaire et pour les têtes des coiffeurs, entre guillemets. Oui, c'est sans doute bien d'avoir fait jouer, donner la chance à beaucoup de joueurs. Après, on peut s'interroger. Bon management, c'est quoi? Est-ce que c'est de faire rentrer Frey avant Fasnacht et avant Zakaria dans le match contre le Cameroun? C'est de faire rentrer Frey à la 86e alors qu'il reste 10 minutes avec les arrêts de jeu avant de faire rentrer Fasnacht ou Zakaria à nouveau? Je ne sais pas si c'est ça, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe parce qu'après, Zakaria, c'est lui qui rentre et pas Frey contre la Serbie. Et peut-être qu'il y a un chemin qui se dessine, peut-être qu'il y a des discussions aussi à l'interne et des manières de penser qui évoluent avec des questionnements collectifs. Et peut-être que l'avenir de cette équipe-là, il est justement là, dans la confrontation de certaines idées, avec une Suisse qui doit être plus joueuse qu'elle ne l'a été contre le Cameroun ou le Brésil, même si on peut comprendre les raisons. Et puis le management, sinon, c'est aussi la force de Yakin, ça, de réussir à mettre en place des choses assez structurées, mais de ne pas avoir peur de les faire évoluer aussi. Et on espère qu'on va dans ce sens. Valentin, les ressources humaines de Murat Yakin, on n'en doutait pas. Ouais, alors il est très fort pour ça. Il sait très bien se vendre auprès du public, mais aussi auprès de ses joueurs. Quoi. Mais c'est quand même un trait de caractère qui ressort assez souvent quand on interroge les joueurs. Il nous parle beaucoup. Alors certains joueurs ont absolument besoin de ça, d'autres ont besoin que l'équipe tourne et puis que ça aille dans le bon sens. Et peu importe la personnalité de l'entraîneur, ou en tout cas on la considère peut-être un petit peu moins.
Mais c'est évidemment que ça joue. Hier, Shaqiri nous parlait encore de ça, du fait qu'il avait été international, de l'expérience que ça lui confère. Je pense que certains joueurs se sentent très bien quand ils ont des entraîneurs qui ont été des joueurs du style de Yakin, qui ont une approche très humaine de leur rôle. Pour certains joueurs, c'est important. Et en effet, c'est bien d'impliquer tout le monde dans une Coupe du Monde. Est-ce que c'est absolument nécessaire? Moi, je ne crois pas que tu dois impliquer tout le monde pour gagner, mais en tout cas, ça permet d'avoir une dynamique positive, ça c'est sûr. Daniel, pour ce match contre le Portugal, on fait comme d'hab. En fait, maintenant, on a des vraies certitudes. On connaît ce niveau, on sait comment jouer. Tranquille. Oui, tout à fait. Moi, je viens d'appeler il n'y a pas si longtemps Mario Gavranovic, il y a peut-être 1 heure ou 1 heure et demie, pour lui demander à ce héros du 28 juin 2021, quand la Suisse a éliminé la France championne du monde à l'Euro, qu'est-ce que cela pouvait changer pour la Suisse, le fait d'avoir franchi ce cap-là et d'être arrivé en quart de finale. Il m'a dit quelque chose d'intéressant, il m'a dit qu'à partir de maintenant, cet exploit doit produire une chose, ça doit seulement être une motivation pour aller plus loin. Et ça ne doit pas être un accomplissement en soi. Alors, on en est là. Maintenant, il y a le Portugal en face, c'est un gros morceau. Vraisemblablement, le Portugal est favori de ce match, un petit peu plus que la Suisse, pour l'expérience, pour certains joueurs. Mais cette Suisse-là, elle a gagné des certitudes. Elle sait que mener au score à un quart d'heure de la fin de 2 buts, et après avoir raté un penalty, elle peut encore revenir au score et se qualifier. Elle sait que même en jouant à 10 pendant 60 minutes contre l'Espagne en quart de finale, elle ne perd pas, elle va au tir au but. Tout ça, ce sont des acquis. On en est là maintenant, et il va falloir les utiliser, ces acquis contre le Portugal. Valentin, je ne sais plus quelle était ma question, mais je vais la retrouver. Est-ce que Elvedi de retour, pour toi, ça va rassurer Akanji? On a vu contre la Serbie, quand il a dû un petit peu évoluer vers la gauche, c'était compliqué. Ouais, ça va en tout cas le mettre dans les conditions auxquelles il est habitué en équipe de Suisse et aussi en club, puisqu'il joue quasiment tout le temps à droite maintenant. Donc ça, c'est déjà un point qui est important. Il faut savoir que Fabian Schär préfère aussi jouer à droite, et en fait le choix a été laissé aux deux joueurs, à Schär et à Akanji, de savoir qui voulait jouer à droite, qui voulait jouer à gauche. Je pense que la préférence de Schär a prédominé sur la polyvalence d'Akanji, donc ça c'est aussi pour ça que ça s'explique. Je pense que Elvedi sera en effet de retour, qu'on sera dans un contexte qui sera plus maîtrisé aussi de la part de l'équipe de Suisse, c'est-à-dire qu'elle va peut-être un petit peu moins se livrer, ça va peut-être un petit peu moins partir sur des transitions qui vont se succéder. Ça va être souvent le Portugal qui a la balle, donc ils seront dans une certaine confort en termes de placement. Ça n'empêche pas de devoir intervenir au bon moment, mais en tout cas, au moins, tu as un rythme dans ton match, et c'est quand même beaucoup plus facile à défendre quand tu as un rythme dans ton match que quand tu as pas de, quand ça part un petit peu dans tous les sens. Donc oui, pour Akanji, ce sera positif. Pour Elvedi, ce sera aussi positif. Elvedi n'est jamais aussi bon que quand il a Akanji autour de lui. Akanji peut se satisfaire d'à peu près tout le monde à côté de lui, mais avoir des repères, c'est quand même jamais de mal, surtout dans une compétition comme la Coupe du Monde. Daniel, ça va pas être la fête du football, ce match. On s'attend quand même à quelque chose d'assez bloqué quand on a vu le Portugal évoluer depuis le début du tournoi, quand on sait que la Suisse va pas se livrer forcément non plus. On n'est pas parti sur un 8-8. Je ne pense pas qu'il y aura 8-8, d'autant plus avec Murat Yakin, qui va être très méfiant par rapport à ces Portugais. Il a le souvenir encore marqué au fer rouge de ce match à Lisbonne il y a 5 mois. La Suisse avait été très naïve dans ses placements, et le résultat ne s'était pas fait attendre. 4-0, c'est étonnant. C'est ce qui attend la Suisse. Si la Suisse est naïve avec Yakin, elle ne va pas l'être cette fois. Donc ça va être un match un peu plus fermé, mais ce Portugal, il faut s'en méfier, bien sûr, et il aura raison de s'en méfier, parce qu'en transition, le Portugal peut aller très 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 vite, et ça, il faudra s'en prémunir du côté suisse. Les arguments suisses, en revanche, c'est justement d'être capable, grâce à Yakin, d'avoir des positions préférentielles dans le jeu de défense pour fermer les espaces, et tout va dépendre après de la capacité qu'aura cette Suisse à générer des ruptures elle-même de son côté, et à prendre un peu le Portugal dans son dos,
qui n'aiment pas forcément défendre en repli. Alors, je vois que tu as des nouveaux amis, Valentin, ils ont l'air super sympas. Est-ce que toi, tu t'attends vraiment à une sorte de jeu d'échecs sur cette partie? Je pense que il y aura une forme de jeu d'échecs dans le sens où le Portugal va jouer son jeu et puis que tout l'enjeu de la Suisse, ce sera de mettre en place la bonne approche pour éviter que ça corresponde trop au Portugal. En fait, le Portugal est une équipe qui aime pouvoir trouver ses joueurs en profondeur. Elle va combiner beaucoup à l'intérieur du jeu et puis essayer de trouver des espaces grâce au surnombre qu'elle va créer à l'intérieur. Et le but de la Suisse, ce sera de ne pas trop se livrer, se déséquilibrer face à ça. Mais par contre, le Portugal a aussi un autre aspect dans son jeu, c'est qu'il est capable de laisser la balle. Sur des séquences plus ou moins longues, il accepte de laisser la balle parce qu'il aime beaucoup aussi repartir en profondeur et repartir en transition très rapidement. S'il y a Léao qui rentre, ça va aller très très vite. Ça peut déstructurer un petit peu le Portugal, mais ce sera une arme à pas négliger. Mais ne serait-ce que Félix, que Ronaldo, que les passes de Bruno Fernandes, ça leur permet d'exploiter cette filière-là. Je pense que la Suisse, quand elle aura la balle, devrait être intelligente, devrait être dans la maîtrise quand même. Et ça veut dire ne pas se livrer, ça veut dire de peut-être déléguer l'organisation du jeu à Granit Xhaka et laisser Freuler et So ou bien Freuler et Zakaria voir qui pourrait être aligné. Mais je pense que la maîtrise, elle viendra du fait d'avoir Xhaka qui soit devant la défense, qui puisse organiser les actions avec le ballon, parce que sinon ça peut très vite partir dans tous les sens. Et puis c'est la protection et la projection qu'auraient les autres milieux, ça peut très vite être battu sur une ou deux passes et puis arriver très vite dans le camp suisse et dans la surface suisse. Ouais, l'autre point important, ce sera peut-être aussi d'entourer un peu plus Embolo, en tout cas d'avoir quelqu'un d'un peu plus proche de lui quand le ballon va ressortir en sa direction, parce que c'est un peu ce qui a manqué parfois lors des 3 premiers matchs. Embolo est en pointe, il est seul en pointe quand la Suisse n'a pas le ballon, qui va défendre en 4-2-3-1 vraisemblablement. Et à ce moment-là, quand il y aura la première rupture, il faudra que quelqu'un soit proche de lui pour donner le premier relais si Embolo est touché. Et ça, c'est aussi un élément tactique qui sera important pour que la Suisse puisse monter et ressortir. Daniel, la question qui peut fâcher, ça va être le buzz. C'est un truc qu'on n'aurait jamais imaginé se poser comme question. Est-ce que la meilleure nouvelle pour l'équipe de Suisse, ce ne serait pas que Ronaldo joue? Alors, je ne sais pas, mais en tout cas, si on regarde ce qui se passe quand Ronaldo joue, la Suisse perd. Donc, c'est plutôt quand Ronaldo joue pas que la Suisse gagne. Le 1-0 gagné à Genève il y a 5 mois, c'était sans Ronaldo. Et puis, au début des qualifs, il y a quelques années, à Bâle, Ronaldo n'était pas là non plus et la Suisse avait gagné. Quand Ronaldo est là, en revanche, la Suisse perd. Donc, je nuancerai quand même. Ronaldo, bien sûr que le thème est grand de savoir si le Portugal est meilleur avec ou sans lui, avec le Ronaldo d'aujourd'hui, s'entend. Mais dans les faits contre la Suisse, quand Ronaldo est là, le Portugal gagne. Donc, attention. Valentin, ce Portugal sans Ronaldo, moi, je le trouve bien plus intéressant parce qu'il se passe beaucoup plus de choses. Oui, parce qu'il mobilise beaucoup moins d'attention en fait quand il est pas là. Quand il est là, il est un petit peu au centre de tout. Maintenant, il faut pas négliger non plus que c'est une menace permanente dans une surface, que le Portugal n'est pas habitué à jouer sans lui non plus. Ça lui arrive de jouer sans lui, mais le Portugal n'a pas une organisation qui est hyper définie, hyper établie pour quand il est pas là. Elle a la chance d'avoir toujours des très bons joueurs qui peut-être peuvent s'exprimer mieux quand ils doivent pas passer la balle à Ronaldo. Mais c'est pas hyper établi, c'est pas hyper structuré quand il est pas là. Donc dans la surface, ça reste une menace qui est très importante et qui est dure à gérer hein. Sur des courses assez courtes, sur des appels de 10-15 mètres, il va toujours être très fort. Il a toujours la puissance sur des sprints courts pour faire des différences. Donc s'il n'est pas là, ce sera de toute façon, il sera là. Enfin, je ne sais même pas pourquoi on se pose la question. Il sera là. Donc, il sera là. Il faudra faire attention à lui. Daniel, quand on regarde sur le papier, cette équipe du Portugal, c'est un monstre en fait. Sur le papier, hein, parce que Fernando Santos n'arrive peut-être pas ou veut pas en tirer la quintessence offensive, mais sur le papier, c'est incroyable. Sur le papier, sur le banc, il y a des joueurs décisifs dans leur club
respectifs, et c'est du très très haut niveau, le Portugal, évidemment. C'est pour ça que le Portugal est favori. Et finalement, ce rôle-là, Murat Yakin l'accepte volontiers. Jouer contre une équipe qui est favorite, c'est tout ce qu'il adore, en fait, Murat Yakin. Donc, plus il y a de grands noms au Portugal, et Dieu sait qu'il y en a, tant mieux pour lui. Il a que justement en tête, dans l'idée de faire déjouer tous ces grands noms-là. Mais bien sûr que le Portugal, sur le papier, est meilleur que la Suisse, oui. Valentin, Murat Yakin aimerait faire déjouer ce Portugal qui ne joue pas bien par rapport au matériel à dispo. Non, ça c'est sûr, mais c'est un des gros problèmes du Portugal depuis l'Euro 2016. Au Portugal, tout le monde reconnaît Fernando Santos, ce qu'il a mis en place, avec la manière qui était celle de l'époque, mais qui a été très critiquée, mais il l'a fait, et puis il a obtenu un très grand résultat grâce à ça, le plus grand résultat de l'histoire de la sélection portugaise. Ce qui s'est passé ensuite, tout le monde un petit peu au Portugal a eu l'exigence de jeu qui s'est élevée, parce qu'aussi il y a des joueurs qui jouent dans des très grands clubs. Et donc, c'est un petit peu le problème de ce Portugal-là. Et c'est pas surprenant, mais en même temps, ça allait quand même que Fernando Santos soit toujours en poste. Moi, je me souviens que j'avais fait le quart de finale à l'Euro contre la Belgique. Et puis, à la fin de ce quart de finale, toute la presse portugaise était quand même très virulente. C'était merci pour tout, mais maintenant, il faut partir, monsieur. Et il est toujours là. Et c'est toujours un handicap. Et puis, il y a quand même une crainte qu'on passe à côté d'une extraordinaire génération au Portugal, et alors qu'il y aurait forcément les moyens de faire des très grandes choses avec les joueurs qu'il y a, et à la fois en termes de jeu, mais aussi dans leur utilisation, qu'elle soit pertinente, quoi. Daniel, tu as fait un papier l'autre jour sur les centenaires de cette équipe de Suisse, et moi j'ai envie de me projeter soit l'Euro prochain qui vient assez vite finalement, soit la Coupe du Monde encore après. Xhaka, Shaqiri, Rodriguez, ils ne sont pas éternels, mais c'est quand même eux l'âme de cette équipe. Ils ne sont pas éternels, mais ils ne sont pas vieux. Donc, 30 ans, 32 ans, 31 ans, ça va, quoi. C'est pas non plus. Physiquement, il y en a qui sont vieux quand même. Physiquement, il y en a qui sont vieux, mais celui qu'on croyait qu'il était le plus vieux, Rodriguez, c'est celui qui court le plus à ce mondial. Donc, à la limite. Celui qui marche le plus, en fait. Ouais, qui bouge quand même, qui a bien pris son couloir souvent. Donc, moi, j'ai pas de doute que ceux-là, en tout cas pour les deux premiers, Shaqiri et Xhaka, vont être les deux joueurs les plus sélectionnés du football suisse. Ils ont devant eux maintenant. Alors, Shaqiri va égaliser Alain Geiger, qui a 112 sélections. Ce sera demain. Et Xhaka, lui, est à 110, donc il va s'approcher d'un de plus. Et puis ensuite, avec l'Euro, le prochain mondial, où je pense qu'ils seront encore, on aura ces deux-là qui vont culminer pour aller dépasser les 118 sélections de Heinz Hermann. Et ça raconte bien évidemment quelque chose. Dans la même sélection, avoir 3 centenaires, 103 sélections pour Ricardo Rodriguez, 110 et 111 pour les deux autres, ça raconte quand même une présence et une qualité pour arriver à ce niveau-là. C'est pas anodin, ça veut pas rien dire, le fait d'avoir 3 joueurs à plus de 100 sélections. Ça dit une génération aussi et ses qualités. Valentin, tu penses que Shaqiri et Rodriguez, ils ont encore le niveau physique dans un an et demi, dans 4 ans? Un an et demi, ouais. Dans 4 ans, je commence à avoir des doutes. Je pense que cette génération-là, elle tirera en tout cas jusqu'à 2024. À voir si Seferovic continuera. Sommer, j'ai peut-être un doute. Par contre, est-ce qu'il continue derrière? Ça, je pense que la question, elle va se poser aussi. Mais oui, il y a quand même il faut quand même se poser certaines questions. Je pense que chacun a quand même le bagage nécessaire pour durer encore un certain temps. Mais il va falloir penser. Alors peut-être c'est pas le sujet du moment présent, mais il va falloir penser à un léger renouvellement de génération dans l'équipe de Suisse, parce qu'au bout d'un moment on sera trop vieux en fait si on reste avec les mêmes joueurs. Là, la génération la plus la volée qui est la plus en forme, c'est celle des Akanji, Mbolo, Elvedi, Zakaria, So. Là, ceux qui sont nés entre 95 et 97, eux, on peut compter on peut se baser sur eux pendant encore longtemps, mais les plus vieux, ça va devenir tranquillement compliqué. Et va falloir que les jeunes trouvent une place. Donc ce sera aussi un petit peu le défi de l'après Coupe du Monde. Ce sera faire de la place pour ceux qui sont un peu plus jeunes et penser peut-être un petit peu plus loin. Alors c'est un processus qui est quand même assez continuel, dans le sens où régulièrement Yakin, mais déjà Petkovic avant lui, insère des nouveaux joueurs, leur fait découvrir la sélection. Donc il y a quand même quelque chose derrière. Faut pas non plus s'inquiéter. Mais après, il faut
le concrétiser, l'évolution de la génération. Bon, vous n'allez pas y couper. On arrive au bout de la demi-heure. Je vais vous demander un petit pronostic. Moi, je suis sûr qu'on va perdre sur un vieux penalty de Ronaldo en prolongation et ça va beaucoup m'énerver. Daniel, toi, tu penses? Moi, je pense à des prolongations et peut-être à des tirs au but. Je vais faire comme Christian Constantin, qui lui voit bien la Suisse passer au tir au but. Ce sera un clin d'œil à ce qui s'est passé il y a 1 an et demi à Bucarest lors du match contre la France. Et avec un Yann Sommer qui retrouvera la cage et qui arrêtera à nouveau un penalty décisif, peut-être de Ronaldo, eh bien, on aura un bonheur indicible. Valentin, tu penses aussi qu'on va devoir tirer 5 fois contre un gardien argovien? Ça, je sais pas, mais je me souviens qu'il y a 1 an et demi, j'avais pronostiqué 2-1 pour la France. On sait comment ça s'était terminé, donc allez, 2-1 pour le Portugal, et puis on verra bien. J'aime beaucoup la superstition. Merci, messieurs. Merci. Bye bye.